Imaginez un instant un monde au bord de l'extinction. Non, ce n'est pas un scénario de film, c'est la pure réalité. C'est exactement ce qui s'est passé en octobre 1962, pendant 13 jours. 13 jours qui ont marqué l'histoire à tout jamais. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la crise des missiles de Cuba. C'est l'affrontement le plus direct et sans aucun doute le plus dangereux de toute la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Un moment où, vraiment, le destin de l'humanité ne tenait plus qu'à un fil. La question qui nous obsède tous, c'est celle-là. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Comment le monde entier s'est-il retrouvé au bord du précipice, pris dans un bras de fer nucléaire qui menaçait de tout anéantir ? Eh bien, pour comprendre, il ne faut pas seulement regarder ces fameux 13 jours. Non, la réponse, elle se trouve dans les années qui ont précédé. Une crise d'une telle ampleur, ça n'arrive jamais par hasard du jour au lendemain. C'est plutôt l'aboutissement de toute une série d'événements, de méfiances qui s'accumulent, de calculs stratégiques, bref, un cocktail qui a petit à petit empoisonné les relations internationales. Alors décortiquons ensemble cette escalade. Quand on regarde la chronologie, tout s'enchaîne de manière presque mécanique. D'abord, 1959. Fidel Castro et sa révolution installent un régime socialiste à Cuba, c'est-à-dire à un peu plus de 150 km des côtes américaines. Imaginez le choc pour Washington. Ensuite, en 1961, la CIA soutient une tentative d'invasion, le fameux débarquement de la baie des Cochons, et ça tourne au fiasco monumental. Non seulement cet échec ridiculise la toute jeune administration Kennedy, mais il pousse Castro à chercher un protecteur puissant, l'Union soviétique. Et puis la tension monte encore d'un cran. La même année, les États-Unis déploient leurs propres missiles nucléaires, les Jupiter, en Turquie. Des missiles capables de frapper le cœur de l'URSS en quelques minutes à peine. Gardez bien ce point en tête, il est absolument crucial. Pour finir, en 1962, l'embargo économique américain achève d'isoler Cuba, qui se jette alors définitivement dans les bras de Moscou. Le piège se referme. On a donc deux camps, avec des motivations qui s'opposent et se répondent, un peu comme dans un miroir. Du côté américain, l'objectif de Kennedy est clair, il faut contenir le communisme, surtout dans ce qu'il considère comme leur arrière-cour. Du côté soviétique, c'est un peu plus complexe. D'abord, bien sûr, il faut protéger ce nouvel allié, une aubaine incroyable si près de l'ennemi. Mais ensuite, et ça c'est fondamental pour comprendre la suite, il s'agit de rétablir un équilibre stratégique. Pour eux, les missiles américains en Turquie sont une menace mortelle. Donc, placer des missiles à Cuba, c'est juste une réponse du berger à la bergère. C'est restaurer ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et enfin, il y a une question de prestige. Nikita Khrouchtchev veut montrer au monde que l'URSS est une superpuissance sur laquelle on peut compter. Et cette citation de Khrouchtchev lui-même, elle est d'une clarté limpide. Il a une peur bleue que l'Union soviétique passe pour un tigre de papier, incapable de défendre ses propres alliés. Le fiasco américain de la baie des Cochons l'a paradoxalement convaincu que Washington était prêt à tout pour renverser Castro. Donc dans sa tête, installer des missiles à Cuba, ce n'est pas une agression, non. C'est une mesure défensive. C'est une démonstration de force nécessaire pour asseoir sa crédibilité. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à ces fameux 13 jours d'octobre 1962 qui ont fait trembler le monde. C'est là que la crise, qui couvait depuis des mois, éclate au grand jour, avec une violence absolument inouïe. Le 14 octobre 1962, il faut vraiment retenir cette date. Ce jour-là, un avion espion américain, un U-2, vole à très haute altitude et prend une série de clichés au-dessus de Cuba. Quand les analystes du renseignement vont développer ces photos, ils vont découvrir quelque chose qui va littéralement glacer le sang de tout l'état-major américain et qui va déclencher la confrontation la plus grave de toute la guerre froide. Du côté américain, la machine se met en branle immédiatement. L'analyse des photos est sans appel, les soviétiques sont en train de construire des bases de lancement pour des missiles nucléaires. Kennedy convoque alors en grand secret un comité de crise, qu'on appellera l'EXCOM. Et à l'intérieur, le débat est féroce. On a les faucons, surtout les militaires, qui poussent pour des frappes aériennes immédiates, voire une invasion pure et simple de Cuba. Et de l'autre côté, les colombes, plus prudentes, qui redoutent une escalade incontrôlable et qui mènerait tout droit à l'apocalypse. Finalement, sous une pression qu'on peine à imaginer, Kennedy opte pour une voie médiane, un blocus naval, mais il va l'appeler d'un nom beaucoup plus neutre, une quarantaine. Le 22 octobre, le secret est levé. Devant les caméras du monde entier, John F. Kennedy, le visage grave, révèle la présence des missiles soviétiques à Cuba. Il qualifie cette manœuvre de « menace clandestine, rapide et offensive » et il annonce sa décision. Une ligne navale serait établie pour intercepter tout navire qui tenterait de livrer des armes à Cuba. À cet instant, le monde entier retient son souffle. Et ce choix du mot quarantaine, c'est un coup de génie sémantique, il faut le dire. Parce que, en droit international, un blocus, c'est un acte de guerre, purement et simplement. En utilisant un terme qui vient du monde médical, la quarantaine, l'administration Kennedy montre sa fermeté, mais sans franchir la ligne rouge. C'est une action forte, bien sûr, mais qui laisse encore une petite porte ouverte à la diplomatie. Un dernier rempart avant le chaos total.
Ces chiffres donnent le vertige et illustrent bien la tension palpable. On a une trentaine de cargos soviétiques qui font route vers Cuba, certains transportant encore des missiles. Face à eux, 180 navires de l'US Navy sont en position pour faire respecter la quarantaine. Et puis, il y a ce détail terrifiant. Pour la première et unique fois de l'histoire, le Strategic Air Command, c'est-à-dire la force de frappe nucléaire américaine, est placé en alerte DEFCON 2. C'est le niveau juste avant la guerre nucléaire totale. La tension est à son comble. Khrouchtchev envoie ce message qui n'a rien d'ambigu à Kennedy. Les mots sont d'une violence inouïe, c'est la rhétorique de l'affrontement total. Pendant ce temps, les deux flottes se font face dans l'Atlantique. Et le monde entier se demande si un capitaine de navire, américain ou soviétique, ne va pas commettre l'irréparable. Mais voilà, pendant que les militaires se jaugent et se menacent, une autre partie, bien plus discrète mais absolument décisive, se joue dans les coulisses du pouvoir. C'est là, dans l'ombre de la diplomatie secrète, que la crise va, contre toute attente, trouver sa résolution. On arrive au samedi 27 octobre, le samedi noir. C'est le jour où tout a failli basculer pour de bon. Un avion espion U-2 américain est abattu par un missile soviétique au-dessus de Cuba. Le pilote est tué sur le coup. À Washington, c'est la fureur. Les généraux exigent une riposte immédiate. La guerre nucléaire n'est plus une simple hypothèse, elle semble être une question d'heures. C'est à ce moment-là, alors que la diplomatie officielle est complètement paralysée, que la vraie partie se joue dans l'ombre. Des canaux de communication, secrets, non officiels, s'ouvrent. On a des personnages clés qui entrent en scène. Le propre frère du président, Robert Kennedy, commence des pourparlers très discrets avec l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin. Et en parallèle, on a des intermédiaires assez improbables, comme un journaliste et un agent du KGB, qui échangent des propositions pour tenter de désamorcer la bombe. C'est une véritable course contre la montre. Et voici finalement les termes de l'accord qui va sauver le monde. Il y a la partie visible de l'iceberg, la partie publique. L'URSS accepte de retirer ses missiles et en échange, les États-Unis promettent de ne jamais envahir Cuba. Mais il y a aussi la partie immergée, la partie secrète, qui est la vraie clé de tout. Robert Kennedy promet à Dobrynin que les fameux missiles Jupiter, ceux qui sont en Turquie et en Italie, seront démantelés dans les mois à venir. Cette clause secrète est absolument capitale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet à Khrouchtchev de présenter le retrait de Cuba non pas comme une capitulation, mais comme un véritable succès diplomatique. Et le lendemain, le 28 octobre, la nouvelle tombe sur les ondes de Radio Moscou. Le Kremlin annonce officiellement que l'Union soviétique a ordonné le démantèlement des armes et leur retour au pays. Sur toute la planète, c'est un immense soupir de soulagement. La confrontation est terminée. La crise est finie, c'est vrai, mais ces ondes de choc, elles, vont se faire sentir pendant des décennies. Cet événement a fondamentalement changé la nature de la guerre froide et la relation entre les deux superpuissances. Alors, quel est l'héritage de ces 13 jours ? D'abord, il y a une mesure très concrète, la création du fameux téléphone rouge. C'est une ligne de communication directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, pour éviter qu'une future crise ne dégénère à cause d'un malentendu. Paradoxalement, cette peur partagée de l'apocalypse va ouvrir une nouvelle période, celle de la détente. Pour Cuba, la promesse américaine de non-invasion consolide le régime de Castro pour des décennies. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, cette crise a provoqué une prise de conscience planétaire sur le danger mortel que représentent les armes nucléaires. Alors, au final, qui a gagné ? C'est une bonne question. En Occident, la perception immédiate est celle d'une victoire éclatante de Kennedy. On dit qu'il a tenu bon, qu'il a fait reculer l'ours soviétique. Khrouchtchev, lui, apparaît comme le grand perdant, et cette humiliation contribuera d'ailleurs à sa chute en 1964. Mais si on se place du point de vue de Moscou, le bilan est beaucoup plus nuancé. L'objectif principal, qui était de protéger Cuba, est atteint. Et en plus, ils ont obtenu le retrait des missiles Jupiter, même si cet accord est resté secret pendant très longtemps. Il faut aussi nuancer un peu le récit héroïque qu'on a souvent raconté. Des enregistrements, déclassifiés bien des années plus tard, ont montré que l'équipe de Kennedy était loin d'être unie et sereine. Les divisions étaient profondes. On sait aussi que Robert Kennedy, qui a pourtant cultivé après coup une image de modéré, était en réalité l'un des plus partisans d'une ligne très dure au début de la crise. Comme souvent, l'histoire est bien plus complexe que les mythes. Finalement, la grande leçon de cette crise est assez paradoxale. Elle a montré à quel point les malentendus et la mauvaise communication peuvent nous mener au bord du gouffre. Mais elle a aussi montré qu'au moment crucial, c'est la capacité à rétablir cette communication et la volonté partagée de Kennedy et de Khrouchtchev d'éviter l'apocalypse à tout prix qui ont permis de s'en sortir. Ils ont tous les deux compris qu'une guerre nucléaire n'aurait tout simplement aucun vainqueur. On termine donc là où on avait commencé, avec cette même question. Qui a vraiment gagné ? Est-ce que c'est Kennedy, en forçant publiquement le retrait des missiles ? Est-ce que c'est Khrouchtchev, en sécurisant Cuba pour de bon et en obtenant secrètement le retrait des missiles de Turquie ? Ou peut-être, tout simplement que le seul vrai gagnant, c'est l'humanité, qui a survécu à son rendez-vous le plus proche avec l'autodestruction.
C'est une question qui continue de faire débat et qui nous montre toute la complexité de ce moment absolument charnière de notre histoire.